Du 3 au 7 juillet 2024, Acolyte et Ghost Universe, engagés dans la production littéraire de qualité, vous invitent à la semaine des lecteurs et des traducteurs. Découvrez l'art de la traduction et de la relecture, les nuances de la langue. Préparez-vous durant cette semaine exceptionnelle à des dialogues enrichissants, à des ateliers pratiques et à des discussions animées qui promettent d'être aussi intense que productive. Tout cela pour vous garantir une expérience qualifiante et certifiante dans le monde littéraire. Vous êtes traducteur ou lecteur passionné, votre contribution est précieuse pour façonner l'avenir du livre. Inscrivez-vous dès maintenant en suivant le lien dans la description et redécouvrons ensemble le plaisir de lire et de traduire. Readers and Translator Week Online pour une littérature de qualité. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody, and welcome to this conversation around literary translation and languages. Tonight we have Dr. Diop, Dr. Omar Diop from Senegal. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Non, ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout nous espérons pouvoir profiter de votre expérience et avoir aussi des lumières de façon globale sur la littérature et les langues, la traduction littéraire et les langues. Merci beaucoup, et tout l'honneur est pour moi. Et c'est un plaisir de parler et d'échanger. En tout cas, parce que c'est un échange. Pour moi, c'est une sorte d'échange. Et chacun, on fait une exposition, un exposé. Ensuite, il y a un échange après. Donc, c'est un plaisir pour moi de parler de littérature et de traduction. Et on verra tout à l'heure pourquoi. D'accord. Ah, très bien, docteur. Good evening, Shirley. Good evening, sir. How are you doing? I'm doing fine, thank you. I hope you're doing fine too. Yeah, I'm doing fine. So, and maybe for the purpose of our audience, they need to see some faces. Melvin has just off his camera because of some things that he's doing now. That's why it's off. But we really need to have, yes, your picture. Okay, it's okay. It's better that way, so that our followers can really see who they are talking to, who is talking, and who is sharing with them. So, how are you doing, Shirley? I'm doing fine, thank you, sir. Okay, that's good. How was your studies this year? It was good. I can say it keeps improving every year. Yeah, and they told me you were really passionate about literary translation. I hope you're going to tell us more about literary translation as a passion, and now regarding languages, how you handle all those ways, and so that people may learn from your experience. Yes, sir, no problem. Okay, that's great. Melvin, you are Hamlet's translator of Les Jours Viennent et Passent. You're the one who turned it from Les Jours Viennent et Passent to Days Come and Go. How are you doing, Melvin? I'm fine, Ray. Thank you. And hello to all the other people on the panel, Shirley and Dr. Diop. Okay, yes, always a pleasure to have you because we've been having some discussions offline, some conversation about word translation, literature as a whole. But now, always on a panel like this, it's so good to have that experience of yours as you translated that award-winning novel. That wasn't that easy. Okay, Melvin, it's a pleasure to have you here. So now we'll start just with a simple question. Let us start with our lady who's here. Shirley,
as introduction, would you tell us a bit about the relationship between you and literary translation? How did you manage to come to literary translation? Shirley? Okay, there may be some issue with Shirley's connection. Bon, Dr. Diop. D'accord, vous êtes là, ça c'est très bien déjà pour pouvoir commencer. Alors, la traduction littéraire, pour commencer, comment êtes-vous arrivé là? Pouvez-vous nous dire un peu plus la relation qui vous lie à la traduction littéraire? Merci beaucoup. Moi, je suis au Sénégal à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et can you hear me? Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, docteur. Très bien. Alors, donc moi j'ai fait mes études d'abord au département d'anglais de l'université Gaston Berger. Donc, qui parle de département d'anglais dans un pays francophone, c'est que on se focalise sur la traduction. C'est-à-dire, fermée version, on reviendra sur c'est la traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Donc, j'ai eu un master au département d'anglais, mais un master en littérature et civilisation du monde anglophone. Ensuite, j'ai eu une bourse pour aller en France, à Caen, à l'université de Caen, en Normandie. Et là, je me suis inscrit en master de traductologie, sciences de la traduction. Et c'est là également, j'ai eu un master en traductologie et un doctorat en traductologie. J'ai commencé en tant que vacataire là-bas. Donc, c'est tout au début, juste après mon bac, j'ai commencé à me familiariser avec la traduction, à avoir un contact direct avec la traduction. Donc, ça s'est poursuivi progressivement et avec la littérature. Donc, quand on a un master en littérature et un master en traduction, donc ça fait, c'est ça qui a fait que j'ai tout le début eu un contact direct avec la traduction littéraire. D'accord. Et là, évidemment, bien sûr, ça veut dire que vous avez baigné dans la traduction littéraire pendant de nombreuses années et vous vous êtes familiarisé avec le milieu qui vous est finalement devenu naturel et voilà, votre expérience vous a conduit jusqu'à nous. Aussi, nous aurons l'opportunité de poursuivre avec l'exploration de vos divers univers, surtout le lien que vous entretenez avec les langues quand il s'agit de traduction littéraire. Exact. Okay, très bien. Shirley, are you back with us now? Shirley, are you with us? Okay, it seems there's that. Shirley, are you back with us? Ok, bon, donc nous allons poursuivre avec vous le temps que les autres puissent résoudre leurs problèmes de connexion. Donc, nous allons essayer de poursuivre avec vous. Alors, quand on parle de traduction littéraire, il y a toujours ce côté, avec cette relation avec les langues qui est un peu confuse. Est-ce que, je vous pose la question comme ça, est-ce que le traducteur littéraire et le bilingue, est-ce qu'on peut être traducteur parce qu'on est bilingue déjà? Alors, très bonne question. Très bonne question. On est traducteur quand on est bilingue. On est traducteur si on est bilingue. On peut pas être traducteur si on n'est pas bilingue. Mais on peut être bilingue sans être traducteur. D'accord. Parce que la traduction nécessite des compétences entre deux langues au moins. Des compétences linguistiques et des compétences culturelles entre une langue A et une langue B
Donc, on a besoin de ces compétences en langue A, en langue de départ, et on a également besoin d'avoir des compétences linguistiques et culturelles en langue B, c'est-à-dire la langue d'arrivée, la langue où on traduit, la langue de traduction. Donc, et ces compétences-là, ce n'est pas tout simplement parce qu'on parle anglais ou on parle français ou on parle mandingue ou wolof qu'on devient traducteur. Parce qu'il y a des subtilités de la traduction. C'est comme si on dit, est-ce que la traduction automatique suffit ou peut remplacer la traduction humaine? Donc, ces techniques de réflexion, ces techniques de va-et-vient, ce qui fait que la traduction consiste en un exercice de réflexion et de choix, c'est un être humain qui peut le faire. Mais c'est également un être averti qui a l'expérience, qui connaît les différentes astuces, la subtilité des va-et-vient de cette réflexion qui fait que c'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est traducteur. Maintenant, on peut apprendre à traduire, on peut apprendre la traduction sur le tas. Oui. On peut être bilingue et on apprend à traduire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un est malade, par exemple, il va à l'hôpital. On lui demande d'aller voir quelqu'un qui a appris à soigner, un chirurgien qui a appris à pratiquer la chirurgie dans la rue ou sur le tas par l'expérience, ou bien qu'il va voir le chirurgien qui a fait ses études, qui a de l'expérience, qui connaît les compétences, les techniques, les dangers, les risques. Je suis sûr qu'il va choisir le deuxième, c'est-à-dire celui qui a l'expérience, qui a le don, celui à qui on a inscrit sur un papier qu'on reconnaît ses compétences en chirurgie. De la même manière, il y a le traducteur professionnel, spécialisé, qui a de l'expérience, qui a des compétences, et il y a également l'autre traducteur qui a appris sur le tas. Maintenant, le traducteur qui a appris sur le tas ou sur le tas, ce traducteur-là, il peut acquérir progressivement toutes les compétences, toutes les techniques pour un bon traducteur. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les diplômes, on n'a pas un papier sur lequel c'est inscrit monsieur tel ou madame tel est titulaire d'un master ou d'un doctorat en traduction ou en traductologie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cela qu'on n'est pas bon traducteur. Il y a deux parcours et les deux peuvent se retrouver. Donc, il y a des traducteurs qui sont très célèbres, qui sont devenus de grands traducteurs ou traductologues et qui ont appris dans le tas. Et il y en a d'autres qui l'ont appris à l'école, à l'université. Voilà. D'accord, c'était très bien déjà pour planter le décor. Et il était nécessaire de marquer cette précision parce que très souvent, nous rencontrons des personnes qui disent qu'elles comprennent les deux langues dont elles peuvent elles-mêmes traduire. Ça, c'est déjà arrivé dans cet exercice. On demande à un auteur, par exemple, mais pourquoi tu ne prends pas un traducteur? Et il va dire, non, en fait, je parle anglais, je parle français, c'est moi qui écris mon texte, donc je saurais comment l'écrire en anglais. Donc, il y a souvent cette question-là qui revient et la compétence, justement, avant de prendre la question de Nan, une écrivaine, concernant le degré de compétence qu'il faut pour être calculé bilingue. On va passer un peu à Shirley. Shirley, are you with us now? Is your internet network okay? Yes, it's okay now, sir. Okay, that's great. That's so great because it's been going on and off, and it was a bit difficult to have you. Since you're there, thank you very much. And now let's talk about your relationship with languages. So, are you translating from French to English, from English to French? Are you translating? I'm translating from English to French and from English into Spanish.
and from English to Spanish. So what did it take you to become a literary translator? What did it take to be that literary translator or to be considered as a literary translator? Did you learn your languages first and said, okay, now that I know those languages, I may translate. So what took you there? Okay, firstly, as a student translator, I'll first of all say literary translation has to do with translating literary works of art such as poems, plays, short stories, or any creative Yeah. text from one language, which is the source language, into another language, which is the target language. So, how did I All get right. into literary translation? I've always had a passion for writing. I write poems. And for someone to be considered as a literary translator, they have to put into consideration the cultural context of the language they are translating into. That is, you have to know the cultural context of the source language as well as the target language. The fact that you know English and French does not make you a translator. That's what I think. Because you can Yeah. know the two languages, but once you've not learned the cultural background or the literary translation of those or the background of those languages, you're going to find it very difficult for you to translate into those languages. So literary translators, for a literary translator, you have to know the cultural nuances, the cultural context of what you are translating into. So since Mhm. someone I've read a lot of literary works online for practice, for the sake of practice, but as a Yeah. student translator, I'm not geared towards that field. I haven't found a specific field yet to focus on. So at this point, I'm just trying other fields. But in terms of I see that in the long run, I might try to focus on literary translation since it's a bit connected to what I do out of school. So, sir, Okay. have I All right. answered the And question? yeah, of course you are, and you are answering very well, very well. And now I'm staying with you. You talked about writing. Does writing give you much more confidence on writing? What does on translation? What does writing gives us? Maybe what is the bonus of being a writer when you're translating? Being a writer as a and translating it, should I say it helps you know what you're translating. Like if you write a book and give the book to me to translate, it's going to take a longer time for me to translate that book because I'll have to go and do research and try to understand what you were talking about. But if I am the one who wrote that book, it'll be very difficult because I wrote the book. So I know what at this point I was trying to say. So it's going to be easy for me Yeah. to translate something I wrote, though it's not advisable. Mm. Okay, yes, I can. Yeah, that we can understand that point, and we'll come back to it later. Docteur, nous allons prendre la question de Nan, qui est une Ouais. écrivaine poétesse, oui, Mm. et qui Mhm. demande quel est le degré de bilinguisme que requiert la compétence en traduction. Tout à l'heure, vous parliez justement de ce bilinguisme, de la connaissance de Mhm. plusieurs langues. Alors, elle voudrait savoir jusqu'à quel point il faut connaître les langues, et ça c'est vraiment intéressant pour devenir traducteur. Est-ce que, bon, on a déjà répondu à la question, le bilinguisme ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître des langues, docteur, pour être traducteur? Alors, merci beaucoup. Quel est le degré du bilinguisme qui, que requiert la Que compétence? requiert la traduction et la compétence en traduction? Quel est, pardon? Oui, le degré de bilinguisme que requiert une compétence en traduction. Oui. Alors, tout à l'heure, je disais que il ne suffit pas d'être bilingue pour être traducteur. Mais quand même, il faut être bilingue, il faut maîtriser les deux langues. Alors, on ne maîtrise, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que on ne maîtrise pas parfaitement une langue, jamais. Donc, on ne peut pas avoir une maîtrise parfaite d'une langue. On en prend tous les jours. Et pourquoi la traduction est passionnante? Parce que c'est une activité, une science où on apprend tous les jours. Et également où on s'améliore, we improve, tous les jours. En traduction, il faut connaître la langue. Quand on dit qu'il y a une langue A et une langue B, et la langue A est le texte et la langue où le texte est écrit,
ou bien la langue de départ ou la langue source. Et il y a une autre langue qu'on appelle la langue d'arrivée, la langue où on doit traduire le texte. Il faut maîtriser la langue de départ pour pouvoir comprendre. Parce que dans la phase de la traduction, dans le processus de la traduction, il y a deux phases qui sont très importantes. Il y en a d'autres. La première, c'est la phase de la compréhension. Et si on n'a pas une maîtrise de la langue de départ, parfois on ne comprend pas le message. Parfois, il y a ce que moi j'appelle un délestage sémantique. C'est-à-dire que parfois, quand on lit la traduction, on sent qu'il y a un manque, on sent une incompréhension, ou des maladresses. Et c'est ça que j'appelle un délestage sémantique. Il peut aussi y avoir une surcharge sémantique. C'est quand on fait dire plus qu'on devrait. On fait dire plus qu'on ne devrait. Et ça, ce qui l'amène, c'est une absence de maîtrise de la langue de départ. Donc, il faut très bien maîtriser la langue de départ et très bien maîtriser la langue d'arrivée. Parce que si on ne maîtrise pas la langue... Oui. Oui, poursuivez, docteur. Voilà, donc j'allais terminer en disant que si on ne maîtrise pas la langue d'arrivée, ce qui arrive, c'est tout simplement, on exprime mal ou on dit tout à fait le contraire, ou en tout cas, tout ce qui n'est pas le vouloir dire du texte de départ. Ok, merci beaucoup, docteur, parce que vous avez soulevé quelque chose de très important quand on approche des langues, et surtout en littérature, c'est la compréhension. La compréhension du texte, naturellement, qui va porter le traducteur à ne pas se tromper dans son travail, à rendre ce que l'auteur il a déjà écrit. Parce que si on pêche par la compréhension de la langue, le message ne passe pas, l'écriture ne passe pas, et maintenant on va rester dans quelque chose de plutôt littéral et qui ne rejoint pas. Et parfois maintenant, on a aussi déjà vu cette surcharge. Donc le traducteur va aller bien au-delà. Je veux dire, il va en dire un peu plus, et ce qui devient un peu trop par rapport à ce qui a été écrit, vu que c'est pas son livre, c'est plutôt celui d'un auteur, quelque chose qu'il doit traduire. Merci beaucoup, docteur, pour ces lumières, et qui vont nous amener vers Shirley. Shirley, talking about this, as Dr. Diop just mentioned regarding understanding languages, understanding a book, have you ever come across things that you feel you cannot say, that you feel, okay, I don't have the words to translate this. I don't know how to put this in the other language. Did you ever face such situation? Sir, please, could you repeat the question? I didn't get it. Okay, yes, I'm talking about the challenges you're facing as a literary translator. So, did you ever face some phrases or some sentences that you fail to translate because maybe the sense, the meaning is just the meaning has evaporated from your mind and you don't know which words to put there? Yes, sir. I faced that. I think during my first semester, and there was this particular phrase. That means throughout the exam, I couldn't still get the right word to put it in the place of that word. So what I did was I just tried to guess the meaning in terms of what the whole text was talking about. I tried getting the meaning from the context, then I translated it and just replaced it there in place of the word I couldn't translate. Yeah, this is interesting as you saying it. So you said you guessed the meaning or you got the meaning from the context. What did you say exactly? I got the meaning. Okay, yes. I thought I heard that you guessed, because when you guess it becomes something different. Okay, yes, okay, there's a context. And the context is really, really important when it's coming to it. And that is taking us to Emmanuel Gorobi's question.
is a proofreader, and is asking whether you should, whether is it a prerequisite to be a good reader or maybe a good proofreader to be a literary translator. Did you ever think of it? That a good reader or a good, even a good editor to, if you want to be a translator, does it take it to be a good reader or a good editor? Do you often edit the works that you're given to translate? Yes, I often edit them. And what pushes you to edit some work? So what? What pushes you to edit some work? So Why are you forced at times to edit? Yeah. Okay, are you getting me? Yes, I'm getting you. Okay, at times, why are you forced to edit? Because there are some errors that the translator will not see. The one who, the person who did the translation of the word might not see, and he has to pass it to the editor, who has to go through it before it goes to the publisher, to the proofreader. Okay, yeah, that can make some sense, because you have your works to be verified by somebody else before it going through. So this happened because not all the things that happen you can translate. That's right. Yes, sir. Ok. Là, docteur, pour rester sur cette même question, est-ce que être un fin lecteur, je veux dire un bon analyste, par exemple, ou un bon relecteur peut être important pour une traduction littéraire? Effectivement, c'est parce que le traducteur, il a son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de rendre presque, comme le dit Umberto Eco, c'est de dire presque la même chose. Donc, il va essayer de respecter quand même la correction sur la syntaxe, sur la grammaire, sur l'orthographe, le style, la ponctuation et le fond, et autant dans sa compréhension que dans la réexpression de ce qu'il a compris, donc du message. Donc, effectivement, il faut être un bon relecteur et proofreader et pour être un bon traducteur. Un bon traducteur est un bon relecteur. Ah, d'accord. Ça, c'est noté aussi parce que c'est une compétence qu'il faudrait avoir aussi. Il faut savoir lire déjà, parce que la maîtrise des langues ne suffit pas. Il faudrait aussi savoir lire. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Il faut, vous savez, il y a parler la langue et parler de la langue. Un bon traducteur doit savoir parler de la langue et parler la langue aussi. Parler la langue précède et ensuite vient les compétences pour parler de la langue. Et pour parler de la langue, c'est savoir nager, savoir se mouvoir dans la grammaire, le style, l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation. Savoir le pourquoi on dit ceci et non pas cela. D'accord. Et je vais vous poser la même question que je posais à Shirley tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà dans votre carrière, dans votre expérience, d'avoir des textes que vous renvoyez à la correction avant de revenir à la traduction? Et les textes est-ce que vous avez dit que ce texte n'est pas suffisamment écrit ou suffisamment bien écrit? Alors, il faudrait d'abord que l'auteur le retravaille ou encore que les éditeurs le retravaillent avant de vous le renvoyer. Oui, bien sûr. Bon, et parfois, si c'est une question de correction au niveau de la forme, pas forcément. Au niveau de la forme, oui, je veux dire que au niveau de la forme, une question de grammaire, de style, etc., on ne renvoie pas. Je ne le fais pas, par exemple. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dois comprendre. Le message, ce qu'il faut traduire. Et en corrigeant, parce que on me donne un texte à traduire, je rends le texte parce qu'en me disant que le texte est mal écrit, donc je peux pas traduire. Pour moi, en tant que traducteur,
le texte est mal écrit et intraduisible ou non traduisible quand je n'arrive pas à comprendre le texte. Maintenant, si le style, la grammaire, l'orthographe, tout cela font que je n'arrive pas à accéder au texte, effectivement, là, il m'est impossible de le traduire. Ok, d'accord. Alors, ça, c'est plutôt très intéressant. Donc, il y a des textes qui peuvent arriver et justement, on ne peut pas traduire. Ça, c'est un fait. Maintenant, je veux passer à autre chose, toujours concernant la langue. Est-ce que c'est tout ce que vous recevez, par exemple, d'un texte que vous traduisez toujours avec des équivalences ou alors parfois vous vous dites, il faut que je reste dans ce contexte et ne pas trouver un équivalent. Parce que quand on parle, quand on écrit, on a des équivalences qui sont déjà notoires et autres. Et après, maintenant, nous avons des contextes dans lesquels ces équivalents ne peuvent pas s'appliquer. Alors, comment vous procédez? Quel type de conseil vous pouvez donner sur ce plan quand on a affaire à des contextes et il y a des termes consacrés mais qu'on ne veut pas utiliser juste pour rester dans le contexte de départ? Merci. Alors, quand il y a, vous voulez dire, quand il y a difficulté au niveau de la traduction, quand on rencontre des difficultés, alors, oui, l'équivalence fait partie des procédés de traduction, des techniques de traduction. Il y en a d'autres. Il y a une multitude je peux donner des exemples de traduction, par exemple, de compensation et qui est également un autre procédé de traduction. C'est comme, par exemple, quand on vous dit en français ou bien en anglais, parce que vous savez tous qu'il y a, par exemple, en français, il y a le tutoiement et le vouvoiement. Et en anglais, il y a le tutoiement et le vouvoiement, mais il n'y a pas un élément linguistique qui exprime le tutoiement ou le vouvoiement. Alors, dans ce cas, si on trouve dans un texte le tutoiement ou le vouvoiement, comment est-ce qu'on rend cela en anglais, par exemple? Comment comprendre le vouvoiement de l'anglais pour pouvoir le traduire dans un texte en français? Ce n'est pas l'équivalence, parce que si on cherche l'équivalent ici, on ne va pas le trouver. L'équivalent linguistique de tu n'existe pas en français, en anglais. L'équivalent linguistique de vous n'existe pas. Il y a le you qui exprime tu ou bien vous. Alors maintenant, dans ce cas-là, si on rencontre ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne peut pas trouver un équivalent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a autre chose. Comment l'anglais exprime cela? Comment l'anglais exprime le tutoiement ou le vouvoiement? L'anglais peut l'exprimer de différentes façons. L'anglais peut l'exprimer en utilisant la compensation, c'est-à-dire dans le texte, au niveau du texte, on va compenser. Au niveau du texte, on va le dire au niveau du texte. Parce que le tutoiement aussi n'est pas que linguistique, n'est pas que élément linguistique, c'est-à-dire tu ou vous. Il y a également d'autres exemples. On peut aussi trouver d'autres exemples en anglais ou en français qui font que, pour traduire, moi, par exemple, j'ai été encadré par quelqu'un qui a été encadré par la théoricienne, celle qui a créé la théorie interprétative de la traduction, la théorie du sens, qu'on appelle Danica Seleskovic. Donc, je suis plus dans cette école de la théorie du sens, c'est-à-dire que on traduit le sens, on traduit le message. Les mots nous aident à saisir le sens, mais on ne traduit pas les mots. C'est pourquoi d'ailleurs, parfois, on peut tomber sur un mot, et le mot, ce que je dis souvent aux étudiants, est que le mot nous prend, par exemple, 20 minutes ou 30 minutes, ou même gâche notre traduction, tout le reste de la traduction. Parce que tout simplement, on se focalise sur le mot, alors que c'est pas le mot qu'on traduit, c'est le sens qu'on traduit. Voilà. Maintenant, pour traduire le sens, ouais. Maintenant, pour traduire le sens, je crois qu'on pourrait y passer énormément de temps parce que la traduction, justement, quand on parle de langue et autres, là, ça soulève toujours beaucoup de
de questions. On a pas mal de choses et il y a des questions déjà qui arrivent encore et d'autres qui vous sont adressées, mais nous allons essayer de passer avec Shirley. Shirley, is it okay? Is it okay? Can we keep going on with you? Yes, sir, it's okay. You can go on. Okay, all right. Now, there's this question about from Emmanuel Gorobe, who is asking, why at times do we have translations that are best, that are well written, that are better written than the source text? Why does it happen? Why does it often happen that the translator sounds better than the original author? Sir, I don't think I can answer that. I have no idea. Okay, let me put it differently. Did it happen to you that you're translating and feeling like the author's level is too low, is lower than what you are giving, or your level as a translator is lower than what the author is actually expressing? Not really, sir. Okay, not really. Okay, but there are some books that we read and we find that the author is not that good, but the translator really did a brilliant job. So, okay, let me ask you a question. Will we call it a translation when the original author is weak? Let's put it that way. And when you read the translation without reading the original book, you find that, okay, this book is really good, but going back to the original book, you find that it's not good. Can we call that translation? Yes, I can call it translation, because in as much as you're translating it, I think it's in the position of the translator to make the book very good. For let me say, when doing a literary translation, as a translator, you have to ensure that you bring out the same emotion that the source text is giving. But you're still staying in context with the how do you call that? You're still staying in context with the original text. So I think as translators, I think that is still the work of a translator to ensure that the source text or the target text is being understood by the target audience. So it's still translation. Okay, Because as long as the reader is understanding, that's right? Yes, sir. Okay. Because I will not call it translation if you just if you don't like if you just minimize the maybe the errors made by should I call it errors, or you should just minimize whatever the original writer did. You just minimize it and you just go straight into translating it. At some point you feel like the translation is not going. You don't even want to read it. So I think it's in the position of the translator and the consent of the author. Okay. The two of them have to collaborate together. You don't just change words from people's book. So you have to collaborate with the author of the source text, that this is what you think will go best in this place. Then you do it. It's still a form of translation. Okay. Thank you very much, Shirley. That's important. Let us stay with you. Since we keep talking about languages and translation. So, what do you think of those equivalents like to paint the towns red in English, Pere Katsanku in French? Those equivalents. So, when you have a particular context, when you feel like I'm not going to use those words that have been used for long, do you innovate as a translator? Do you suggest new ways of saying things? Yes, sir. I think it's very important. But from what we were told in school, if from the beginning of the text you used one word for a particular thing, you should just use it throughout the text. Because you might in the course of trying to use maybe a synonym for that word, you might use a word that has an entirely different meaning.
might use a word that has a different meaning or will have a different meaning in that context. So if you're going to use a synonym for a word, you should ensure that it's going to mash up to the whole context of what you're talking about, so that you don't use a word that will alter the meaning of what you're saying. Yes, I noticed that you always bring it back to the context. Everything that you're saying, you bring it back to the context, and that is really important because we really notice that context is at times passed by, and then we're trying to say things our own way and forgetting that there is a particular context that is saying those things in the source text. Okay, thank you very much for that, Sherry. We're coming back to you. So, Dr. Diop, cette question de la liberté, jusqu'à quel point l'auteur peut-il prendre, le traducteur peut-il prendre des libertés dans le texte d'un auteur? Tout à l'heure, Shirley nous parlait du traducteur qui parfois a la responsabilité de rendre un texte lisible, parce que là, on se demandait, parfois il y a des textes qu'on trouve faibles, dans les textes sources, mais la traduction, on trouve que la traduction est réussie, ou alors elle permet de mieux lire. Est-ce que le traducteur a le droit de voler au secours, disons ça comme ça, de l'auteur? Merci. Alors, ça, c'est une question de fidélité. Certains parleraient des questions de fidélité. Imaginons, on nous donne un texte d'Ahmadou Kourouma, l'Ivoirien, qui écrivait en français, mais qui, dans son écriture, avait son style particulier. Son style peut faire que un lecteur francophone qui ne comprend pas les réalités mondaines en Côte d'Ivoire peut ne pas comprendre. Mais est-ce que pour autant, le traducteur doit viser le lecteur au point de faire dire ou bien de redire le texte de départ? Est-ce que le traducteur doit viser le lecteur au point d'être infidèle au texte de départ, au vouloir dire de l'auteur du texte de départ? Non, le traducteur doit être fidèle. Quand on lit, pour répondre de façon, en tout cas, très courte à votre question, le traducteur, après avoir traduit, on ne doit pas sentir que c'est de la traduction. Si on sent que c'est de la traduction, je ne dis pas qu'on a échoué, mais on n'a pas vraiment traduit le texte, parce qu'il y a quelque chose qui fait savoir que c'est de la traduction, et on ne doit pas le sentir. Quand on lit une traduction, le lecteur qui n'est pas avisé, qui ne sait pas que c'est de la traduction, ne doit pas se douter que c'est de la traduction. Mais pour cela, il faut que le traducteur soit fidèle, et pour être fidèle en traduction, il faut se garder certaines interprétations. Parce que si on va dans ces interprétations-là, on peut changer, on peut modifier le vouloir dire du texte de départ. Oui. Voilà. D'accord. Je crois que il y a une autre question qui arrive et qui parlera de cela. Mais docteur, je reste avec vous. C'est une question qui vous est directement adressée. Comment gérez-vous les néologismes et les mots en langue locale lors de la traduction? Voilà, merci. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, avec Ahmadou Kourouma, donc je donne cet exemple, mais il y a un autre auteur, Ngugi wa Thiong'o du Kenya, qui également, oui, bien sûr. Voilà, qui a opté pour ça, hein, qui a opté pour cette écriture-là. Alors, le néologisme dans le texte de départ, si c'est du néologisme dans le texte de départ, si c'est de ça il s'agit, ça correspond avec la personne qui a posé la question a parlé également de mots en langue locale. Alors, en langue locale, oui. Oui, dans ces cas-là, il est parfois c'est traduisible. Parfois tout est traduisible, en tout cas, toutes les idées en tout cas sont traduisibles, mais ce ne sont pas à traduire parfois. Pourquoi? Parce que
tout simplement, il n'exprime pas la même réalité. Et quand on n'a pas la même idée, la même réalité, on ne peut pas traduire le mot, le concept. Mais si on a la même idée, la même réalité, on peut le faire. Mais la traduction, encore une fois, dans la traduction, encore une fois, il faut viser la fidélité. Et comment viser la fidélité? J'ai donné l'exemple de Ngugi wa Thiong'o. J'ai donné également l'exemple de Ahmadou Kourouma, qui, dans la traduction, du français vers l'anglais, du français vers l'espagnol ou vers l'allemand, on doit sentir l'original. Je veux dire, on doit sentir que ce texte est écrit, mais il y a du mandingue dedans. Ça sent le mandingue. La traduction doit aussi sentir le mandingue. Ça, c'est parfait. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous remet en place pas mal de choses. Justement, vous parlez de sentir cette traduction, de savoir qu'il y a quelque chose avec qu'on a traduit. Ça rejoint ce que vous disiez au départ, maîtriser les deux langues. C'est cela qui permet de passer d'un bord à l'autre sans se sentir étranger et sans que le lecteur aussi se sente étranger. Il faut qu'il ressente les mêmes émotions que celui qui lisait le texte source. Et évidemment, il y a le challenge des langues locales où il y a des expressions qui apparaissent et on se demande, alors, est-ce qu'on les traduit? Est-ce qu'on les traduit pas? Comment ou alors comment on va les apprécier? Vous nous en direz plus de d'autres. Shirley, I'm asking you the same questions about coinages and local languages. So when you are faced with coinages, how do you manage to translate coinages? Those words that don't exist, that the author is now creating, that come out of creativity. So how do you manage to translate, or what's your attitude when you meet such words? Well, sir, rather than putting a word that is not going to make sense, I think I've never come across one actually, but if I come across one without knowing what to do, then I might as well just maintain the word and put it in code. Okay, maintain and put it in code so that the reader may know that it's part of that culture and you are not translating this. But if those words happen in English, let's say they happen in English, there are some coinages and the author wants to create his own word, not in our local language, but create a word. So when that happens, do you find what are the means that you may use to translate those words that don't exist neither in French nor in our local languages? So how do you manage to translate? Do you keep it code and italic? So what do you do exactly if you face such words? I think I end up looking for a word that have a closer meaning. That is reading from the context to understand what he was trying to say, because the context will always give us a meaning of that word if you look critically. So I might bring out a word, I might look up for a word from dictionaries or from online or from the dictionary that has a similar meaning to what he has kept there. Yeah, I love the way you're always saying context, because in my workshops, I'm mostly talking about context. It's always going about that, because without a context, there is no real way you can understand and make somebody understand what was written and that you are translating. That's very good. And now let me stay with you and take this question from Sophie Ngome. Would you translate a book without the author's consent? If you just feel like, I think if you want to translate a book without a consent of the author, you shouldn't post it, because maybe you can post the book and you get arrested for maybe, or maybe you should translate it if at the end of it you give back the copyright to the author of the book. Yeah, you may translate and now show the author, okay, I got interested by your book and I wanted to translate or to attempt the translation, and this is what it is. And you know that there is a publisher behind, and now there are rights. They are somewhere there. Are you authorized to do it?
but there are some books that you can translate. Nobody may ask you a question because it's a way for you to try. But yes, as either you keep it for you or you show the author. That I happen to do it. I sometimes did it. So I translate part of a book and I send it to the author and say, okay, this is what your book may look like if you go to this. So how will the publisher go with it? And then we start discussing. And yes, you're right about it. Alors, docteur, nous allons passer à une autre phase. Nous avons passé la moitié de notre programme. Alors, maintenant, la traduction, nous avons parfois il est demandé au traducteur d'écrire de telle sorte que celui de l'autre côté qui va recevoir le livre puisse le comprendre là où il se trouve. Maintenant, il y a d'autres pensées qui se lèvent, qui se disent on doit traduire ce que l'auteur a écrit et non ce qu'on voudrait que notre lecteur lise. Comment voyez-vous, quelle position pouvez-vous prendre par rapport à cela? Ah, merci. Et c'est ce qu'on appelle les sourciers et les ciblistes. C'est-à-dire les sourciers, ceux qui pensent qu'on doit rester dans le texte de départ. On doit se concentrer dans le texte de départ. Et dire au lecteur, ou pas dire, mais donner en tout cas au lecteur, respecter le lecteur, donner au lecteur l'opportunité de faire de la recherche. Si le lecteur ne comprend pas certaines choses, qu'il aille faire de la recherche. Il y en a d'autres qui disent non, en traduction, on doit cibler le lecteur. Le lecteur, en lisant le texte, doit comprendre, doit comprendre sans pour autant aller ou sentir le besoin d'aller faire la recherche pour comprendre le texte à traduire. Mais il doit y avoir, et il y en a un juste milieu. Il doit y avoir un juste milieu. C'est-à-dire qu'on n'est ni cibliste, ni sourcier. On se contente de ce que nous avons compris du texte et on décide de la traduction. Donc, il y a forcément une certaine liberté parce que qui dit choix, qui parle de choix parle de liberté. Parce que quand on choisit, on élimine forcément. Donc, on a la liberté de choisir les mots qu'il faut, la stratégie, l'option. On a la liberté également d'éliminer. Donc, ici, le juste milieu voudrait qu'on ne focalise, qu'on ne met pas en priorité le texte de départ, c'est-à-dire la source, ou bien le texte cible, le texte d'arrivée, mais qu'il doit y avoir un juste milieu pour qu'on traduit le sens qu'on a compris et que le texte traduit reste un texte traduit. Maintenant, au lecteur de lire et de comprendre. Si le lecteur également, comme le traducteur, le lecteur aussi a besoin de compétences culturelles et linguistiques. Parce qu'un lecteur qui ne connaît rien en football, vous traduisez un texte qui parle de football et les règles de football, il peut pas comprendre s'il ne fait pas de recherche. Donc, on ne vise pas des catégories de lecteurs, on vise tout simplement un lecteur modèle. Pour chaque traduction, il y a un lecteur qui est visé et ce lecteur-là, on ne doit pas se focaliser sur lui ou bien sur le texte source, mais rester dans le juste milieu et dire presque la même chose parce qu'on ne dit jamais la même chose. Ok, d'accord, justement, parce que là, la question, elle revient très souvent et parfois, il est posé le souci du complexe d'infériorité chez les uns, celui de supériorité qui est naturellement entraîné chez les autres, en se disant, si on n'écrit pas, on ne traduit pas ce que l'auteur a écrit, mais il faut plutôt traduire quelque chose que l'autre pourra lire, on est inférieur et on devrait plus se battre pour pouvoir défendre le texte source. Et là, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les divers courants sur la question. Ça, c'est dire quelque chose d'autre. Et bon, on est là, Thierry, qui disait à l'attention de Shirley that it is advisable to have the author's consent, mostly when the translation is going public. Yes, and Shirley, you say that unless the translation is not going public, the author may translate, maybe he can keep it for himself and maybe show just his friend how he can do, how he's doing something. But
he should make sure that he's not going to public because there are some rights, there are some agreement, there are some contracts that are signed between the author and the publisher. That's okay. Okay, and now Shirley, how deep do you understand French, English, and Spanish? I'm coming back to that question. Nan asked when we started this conversation. She asked how competent should you be in a particular language. Ok, bon, cher problème de connexion. Docteur, je vais vous poser cette question. Quand vous parlez de maîtrise de la langue, est-ce que il y a des auteurs, il y a des traducteurs? Il y a quelqu'un m'a demandé une fois, vous traduisez de quelle langue vers quelle langue? Je dis de l'anglais vers le français, puis et du français vers l'anglais. La personne a semblé étonnée, elle m'a demandé, elle m'a dit, oh, c'est pas courant, c'est pas vraiment possible. Est-ce que c'est impossible? Quand on comprend une langue, enfin, quand on comprend les deux langues, est-ce qu'on ne peut pas traduire de l'une vers l'autre inversement? Alors, en principe, on préfère la langue, votre langue maternelle ou langue, en tout cas, votre langue seconde, que vous traduisez vers votre langue maternelle. Ou en tout cas, si c'est des compositions vers votre langue A. Alors, pourquoi? Parce qu'on considère que vous maîtrisez plus la langue, cette langue-là. Donc, on conseille fortement, et franchement, dans les écoles de traduction, de traductologie, on conseille et on considère que ça doit se passer ainsi. On maîtrise mieux la langue vers laquelle on traduit. Et on doit traduire vers la langue qu'on maîtrise le mieux. Donc, oui, il y a forcément une langue qu'on maîtrise le mieux. Mais, ça ne nous empêche pas de, comme je disais tout à l'heure, il y a des justes milieux. Rien n'est figé, rien n'est définitif. On traduit de l'anglais vers le français, mais également du français vers l'anglais. Quelqu'un peut dire, moi, ma langue A, c'est le français, mais en réalité, dans la réalité, sa langue A, c'est l'anglais. Certains peuvent dire non, c'est l'anglais. Nous, ça nous arrive de dire telle personne, sa langue c'est A, mais moi je pense que c'est B. D'autres disent que non, c'est pas B, c'est A. Donc, ce qui veut dire que c'est très bien, puisqu'on en doute, puisqu'on ne sait pas laquelle est A ou B. Donc, c'est très bien. Mais c'est fortement conseillé de traduire vers la langue qu'on maîtrise la mieux. D'accord. Ok, ça c'est bien. Parce que certains, quand on parle de littérature de façon générale, il était souvent dit qu'il vaut mieux écrire sur des sujets qu'on maîtrise plutôt que d'essayer de parler de choses qu'on connaît approximativement, quitte à être très créatif ou avoir un degré d'imagination très élevé, il vaut mieux aller vers des voies qu'on connaît le mieux. Et parlant de voix, justement, il y a Nan qui aimerait qu'on parle du regard de l'auteur. Parce que tout à l'heure, Shirley a répondu sur la question concernant le niveau de l'auteur et le niveau du traducteur, le niveau d'expression. Parfois, il y a des traducteurs, quand vous lisez la traduction, vous êtes émerveillé, mais quand vous lisez le livre source, vous dites, ah non, c'est pas vrai. Est-ce que, je vais vous reposer la question tel que Nan l'a formulé, est-ce que le regard de l'auteur a le droit de prédominer sur celui, le regard du traducteur a le droit de prédominer sur celui de l'auteur. Même si l'auteur est faible, disons-le ainsi, est-ce que c'est pas cette faiblesse-là qu'il faudrait traduire? Et effectivement. Parce que la traduction, ce n'est pas on n'est pas dans la subjectivité, même si être objectif est un peu compliqué et complexe. Mais effectivement, ce qu'il faut traduire, c'est le texte. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y en a certains qui disent que on ne doit pas dire, il faut traduire le vouloir dire de l'auteur. Parce que si on est dans le vouloir dire de l'auteur, on cherche l'auteur. On cherche qui a écrit. C'est quoi son histoire, son background, il sait quoi. C'est quoi son histoire? Parce que toute écriture recèle la projection sociale de l'écrivain. Si on part de là, on peut se tromper. On peut écrire une chose alors à laquelle on ne croit pas. On peut écrire en disant que Dieu n'existe pas, alors que Dieu existe, on croit que Dieu existe, on le sait.
selon nos croyances, on sait que Dieu existe, mais notre écriture dit autre chose. Donc, si on se base sur notre écriture ou bien sur nous-mêmes pour pouvoir traduire notre écriture, donc ce que nous avons écrit, on passe à côté. Alors, quelle que soit l'idée de l'auteur, quel que soit le niveau de langue du texte à traduire, c'est ce que nous devons traduire. Je dis que, j'insiste là-dessus, si vous lisez une traduction et vous vous dites, ah là c'est très bien, vous lisez l'original, vous vous dites, ah non, c'est parce que on n'a pas bien traduit. Ok, d'accord. Voilà. Donc le traducteur, il n'a pas à réécrire le texte de l'auteur, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Okay, Nan, I hope we answered your question regarding that. So the translator doesn't have to be better than the author of the book, because even if he feels that he is better, it is the author's book that he has to translate. He doesn't have to bring in his own words, his own way, his own voice, just like that. It is something that you are not really, that is not really taken in the translation word. So they will say it was poorly translated, even though it may look like the translator is somebody interesting regarding expression, regarding writing, but it's not the translator's writing. It is the author's writing, and the translator is just there to translate. Shirley, you left when we had some other things with you. So are you back with us? So we can continue now. Yes, sir, I'm back. Okay, this is good. Now, as a student, what is given to you in your literary translation courses? Do you have literary translations courses? Yes, we have literary translation courses. We do literary studies as a course, but I'm not taking that. It's an elective course. So, okay. I see. But now, what is extra work you do as a student to improve your skills in literary translation? Okay, I do a lot of research. Like I go online, I look for documents on it, or documents that have been translated. Research has been carried out on literary translation, and I read them. And sometimes I try to see if I can translate some literary works. Like some of my poems, I've tried translating some of my poems. And yes, it is said that it's not advisable to translate your own work. So when you face your own work and those are your own words, how do you feel? At which point do you feel that you have translated your work? So I'm not sure I got that correctly. Okay, when you're translating your own work, so it is the words that you produce, and mostly it is advised to give it to a translator. And now you decide to translate your own work. Are you not tempted to write another book when you're translating your own work? Or at times, don't you feel like you didn't say the things the way you wanted to say, and then you say them a different way? Yes, I face a lot. I happen to come across a lot of it. Like I'll be translating what I have already written, then I'll be like, but this thing will sound more better if I put it this way. So that's why it's important. So I cannot avoid that. It's very common when translating something you did. So sometimes when I translate, I first of all send to because I write really short poems, and I take the short poem first. I take it to my classmate, like 3 of my classmates, and I see the translation they gave on it. Like we just do a blind something, all of us do the translations together, and we exchange it amongst ourselves and see what each person brought or each person had translated from what was given. Okay, all right, that's really important. And this question always I'm asking, but first, Nan is saying that it is misleading the reader and the author's work when you
giving, when you are recreating his work, when you are just trying to write your own work out of his. So that's what she's saying about the voice, the author's voice that is lost when the translator is happening to look better than the original writer. And now let's go to another point of translation. So now, how do you feel about being from a region and able to translate, and you're really fit to translate what is coming from that region? Can't you translate things that are coming from another place, another culture? What do you think about it? Translating things that are from another culture? Because some people say that if you are a Cameroonian, for instance, and you're asked to try to translate an Ivorian book, you will not do it well because that's not your culture. Do you believe that? So I believe everybody can I believe you can do it well. That is if you carry out research about the cultural background of those people. So you don't end up making a mistake while translating. It's very important to look at the background of something or of a particular document before translating it. Let's say you're being asked to translate a document that is about the Gaza. Firstly, you have Yeah. to go and do research. You have to, as a translator, you have to be a very good researcher. You have to go and do research on that topic. Where you do the research now before you'll be able to translate what is being given to you. You cannot just dive. You will not be able to just dive into it as if you're translating a text from Boya or something written in Yaoundé. So, Okay. for you to be able to translate something out of your culture, you have to do research on it. You have to have background knowledge of that thing, of that text before you're able to translate. Okay. Okay, yeah, that's really interesting doing research, and that's what is missing in most translations that we are reading. Thank you very much for that. Docteur Diop, je vous pose la même question parce que la situation, il y a eu un très très grand, je veux dire, débat autour de la couleur du traducteur. Bon, quand je parle de couleur, je parle de son origine, je parle de sa culture, je parle de son éducation. Donc, il a été question, surtout quand, à l'investiture de Joe Biden, il a fallu que le poème écrit par une femme noire soit traduit par une femme blanche. Et alors, par quelqu'un qui soit de l'autre continent, ils ont dit, non, c'est pas possible. Elle ne peut pas traduire fidèlement ce texte parce qu'elle n'est pas noire. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce que vous partagez cette idée-là qu'on ne peut pas traduire si on n'est pas d'une culture particulière? Non, effectivement, je ne suis pas de cette idée. Effectivement, parce que on ne traduit, ce sont les compétences, les connaissances dont on a besoin. Il faut avoir les connaissances, c'est vrai. Il faut comprendre la culture, c'est vrai. Pour traduire cette femme noire, il faut comprendre, connaître le contexte d'origine de son écriture et le contexte culturel de l'auteur et du texte. Et si on le comprend, qu'on soit blanc ou jaune ou noir, on peut traduire. Nous essayons de traduire des textes écrits par d'autres. Nous essayons de traduire des textes de Shakespeare, de Voltaire, où Voltaire a traduit d'autres textes, et qu'un arabe peut traduire un africain, ou bien un européen, ou bien un américain, pourvu que cette personne comprenne le contexte, qu'il ait un background culturel très solide pour pouvoir comprendre le message du texte de départ. C'est ce qu'il fait maintenant. Il y a des choix. Il y a des choix. Par exemple, il y a un ancien doctorant chez nous, en tout cas à l'université de Caen, Basse-Normandie, qui faisait la traductologie, qui travaillait sur l'émotion dans la traduction. Donc, pour dire que parfois, on n'est pas du même avis, du même côté, on n'est même pas d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord avec un texte qui est écrit. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez ne pas être d'accord. Donc, par exemple, il donnait un texte qui avait été écrit par
un musulman qui défendait les Palestiniens et qui les appelait des héros. Et le texte à traduire, on l'a donné à quelqu'un qui ne prend pas, en tout cas, quelqu'un qui pense comme l'État israélien, en tout cas, qui est positionné comme l'État israélien, et qui est contre la Palestine et les Palestiniens. Et ce traducteur s'est trompé en les traitant de terroristes dans sa traduction, alors que le texte de départ dit des héros. Donc, quelle que soit notre position, on doit rester fidèle au texte de départ. Maintenant, pour être fidèle au texte de départ, il faut vraiment comprendre le contexte culturel du texte. Et une fois, pour moi, qu'on a cela, on a compris le texte de départ, on comprend le contexte culturel du texte de départ, on peut traduire. On peut être blanc, noir ou jaune, on peut traduire. Cela ne dépend pas de la couleur de la peau, cela ne dépend pas de notre origine, tout dépend de nos connaissances. Très bien. Et là, maintenant, ça me donne l'occasion de rebondir avec quelque chose. Il y a des livres que nous lisons qui sont traduits par d'autres sensibilités et on voit que certaines choses sont amoindries. On voit que certaines choses sont allégées, pourtant sur le plan culturel, elles sont très fortes. Et même la formulation au niveau de la langue, on voit que ce n'est pas formulé pareil. Et là, on commence à réaliser qu'il y a quelque chose d'autre derrière la traduction. Est-ce que, je veux dire, le pouvoir, là je reviens maintenant aux opportunités qu'il y a pour les Africains de traduire le livre. Il y a des gens qui disent qu'il faut laisser les Africains traduire eux-mêmes leurs livres. Est-ce que le marché permet déjà les pensées et les mentalités actuelles favorisent la traduction des livres par les Africains? Alors, il faut toujours revenir sur le fait que on ne doit pas. Moi, je suis contre le fait qu'on essaie de dire que un Africain ne peut pas traduire un Européen ne peut pas traduire un Africain. On est dans un monde où les gens, on peut rester. Je parle même pas de ceux qui ont voyagé, de ceux qui ont lu, de ceux qui ont fait des études, de ceux qui ont de l'expérience. Mais on peut rester à Dakar et savoir ce qui se passe à Yaoundé. On peut rester à Dakar et savoir ce qui se passe à Nouakchott, à Paris, à New York. Et comprendre le New York, c'est comprendre, parler anglais. Les gens, il y en a qui parlent anglais, qui sont jamais allés dans un pays anglophone. Oui, bien sûr. Il y en a qui parlent français, qui sont jamais allés dans un pays francophone. Alors, vous allez à Paris, en France, il y a ce qu'on appelle un institut qu'on appelle INALCO. Il y a des gens, vous allez trouver là-bas, des gens qui sont d'une autre couleur qu'une couleur noire et qui maîtrisent parfaitement, bon, on maîtrise jamais parfaitement une langue, c'est une façon de parler, mais qui maîtrisent très, très bien les langues africaines, qui parlent des langues africaines, des origines, des subtilités des langues africaines. De la même manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parler de la langue et parler la langue. Il y en a qui parlent la langue africaine, ils parlent de la langue africaine. Et si on combine les deux, c'est qu'on maîtrise la culture de cette langue. On ne peut pas maîtriser une langue sans maîtriser la culture. Donc, si on maîtrise une langue, on maîtrise la culture, il n'y a rien qui nous empêche de traduire. Et si on a effectivement les compétences de traduction, il n'y a rien qui nous empêche. Donc, la question n'est pas d'où il vient, de quelle couleur de peau il est, il croit en quoi, quelles sont ses croyances, quelles sont qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, il vient d'où, ses croyances politiques, religieuses, etc. Ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le statut du traducteur, l'éthique du traducteur, parce que l'éthique fait que nous ne traduisons pas en mettant l'émotion. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur du texte de départ, mais quand même, je dis ce qu'il a dit. Exactement. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est important, et non pas l'origine ou la couleur de la peau. D'accord. Ne pas être d'accord, tout ce qu'on veut avoir, ses propres pensées, ses sensibilités, mais
rester fidèle au texte. Enfin, je veux dire traduire, oui, le texte. Il faut faire passer l'idée de l'auteur et non sa propre idée de ce que l'auteur pense ou aurait pu penser. D'accord, c'est très bien. Il nous reste un quart d'heure déjà et maintenant c'est l'occasion de faire un dernier tour. Shirley? Yeah, it's been great having you and really a nice experience as a student, how you managed to work in that literary translation world that is really that is tricky, that is challenging because it is not easy to be called literary translator when we know all the challenges that you have to go through, all the challenges one have to face as African, Cameroonian, being trusted by all those large publishers or those renowned authors that may say, okay, let me try with this one. Unfortunately, Melvin is not with us because he's facing some other things in his family. So there are circumstances that prevent him from being here with us today. He started, but he couldn't stay. He would have told us about his experience on translating Emle's Les Jours Viennent et Passent. Now, when you think of translation, of literary translation, do you consider the name of the author, the name, the rank, the popularity of the author before starting the job? Do you tell yourself, okay, this one is really known, is well known, so I have to take care more than I used to. So do you think of that? No, sir. I think if you start thinking of that, you want to do the person's. Let me say, for instance, the author is a popular author. You want to overdo it, and maybe you end up spoiling it. And if the author is not well known, you just do something random. So I think that you'll be creating bias. I think you should carry out every translation the same. Yeah. Every translation the same, regardless of the name, the rank, the title of the author, right? Yes, sir. Okay, that's good. That's really good. So it's been great to have you. So, docteur, nous allons clôturer, bien sûr, avec vous. Et je vais vous poser la même question. Est-ce que le nom de l'auteur influence le traducteur, le nom, la renommée, la réputation? Est-ce que cela doit influencer un traducteur? Est-ce qu'il doit se dire, oh non, après ça c'est du Paulo Coelho, donc je vais prendre plus de temps pour regarder, il faut que j'assure un peu plus. Est-ce que ça doit arriver? Connaître l'auteur, c'est juste peut-être dans la préparation, au niveau de la préparation, au niveau de la recherche, savoir quoi faire. Parce qu'il y a des auteurs qui sont beaucoup plus difficiles à traduire que d'autres. Donc, si on connaît l'auteur, si on sait qui a écrit, on peut se dire, là, il me faut du temps, là, il me faut ceci, il me faut cela, il me faut faire telle recherche, telle terminologie, aller vers ceci ou cela. Donc, oui, dans ce sens, oui, c'est important de connaître l'auteur. Mais je suis d'accord avec Shirley et quand elle dit que si on se met à chercher, à aller en droit dans le sens de connaître qui est l'auteur, son background, tout cela, on peut se perdre. On peut se perdre en ayant en nous faisant notre propre idée, la subjectivité, en nous faisant notre propre idée avant de traduire, en oubliant même le texte à traduire. Donc, on doit rester fidèle au texte. C'est vrai que l'auteur peut parfois nous aider en tout cas dans la rigueur de la recherche en traduction et dans la rigueur de la traduction proprement dite. Ok, d'accord. Voilà, et je crois que c'est l'expérience a été vraiment belle. Nous en avons appris un peu plus sur la traduction parce qu'en en milieu d'après-midi, nous avons eu un échange sur la traduction littéraire et les intelligences artificielles. Donc, et là maintenant, nous allons un peu plus au niveau de la langue et voir combien il est complexe de traduire déjà la créativité. Donc, confier cette créativité à
et une intelligence artificielle va vraiment s'avérer entrer dans un chemin dont on ne reviendra jamais. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris de votre temps, docteur, et d'avoir surtout accepté de venir partager avec la communauté littéraire, les auteurs, les traducteurs, les éditeurs, les passionnés de lecture et d'écriture, d'avoir accepté de venir partager votre expérience et qui nous a été très bénéfique. Vous êtes déjà très généreux dans votre expression et là, nous vous disons merci encore. Merci à vous. Ce fut un plaisir. And you, Shirley, yes, as a student, you did it really, really, really well, and I'm really satisfied. We are all happy with what you shared today, and it's really professional. It means that, just like Dr. Diop was saying it is not just a school, a degree that may make you a translator, but your experience by going through things that you face, by reading a lot, by trying to understand things, by making some context yours, you see, as you are reading, trying to understand what you have to do, and mostly know your languages. That's basically what we may keep, just like Nan put it. You stay faithful to the text, you translate the context, and you do much research, because with research, you may reach any level that you can. That's really interesting, and you must know your both languages and both contexts. So thank you very much. Thank you everybody for having been with us. Dr. Shirley, nous nous retrouvons bientôt. Et nous avons des activités qui se poursuivent sur la page Acolyte. Demain, nous avons un autre échange, toujours sur la traduction littéraire et la relecture. Donc, nous poursuivons ces échanges. Et dimanche, nous avons un dernier atelier qui est un atelier de traduction littéraire, qui est traduire la littérature de l'auteur. So on Sunday, Shirley, we discussed it earlier before coming here. It's about literary translation workshop and how to translate the author's literature. So thank you for having been here, and let's see tomorrow. Merci tout le monde. À demain. Thank you.